Je m'appelle Ludmila Bredikina. Bonjour, merci Bonjour. de m'avoir aujourd'hui. Donc, je suis en train de finir mon master en études asiatiques à l'Université de Genève et je me focalise plutôt sur le Japon. Mais la particularité de ma recherche, c'est que je me focalise non seulement sur le Japon, mais plutôt sur l'aspect virtuel du Japon, c'est-à-dire les avatars et l'utilisation des virtual characters, enfin, des avatars. Donc, étant donné qu'il y en a plein de choses à dire sur le sujet, je me suis surtout concentrée sur ce qu'on appelle les babinikos. Les babinikos, ce sont des hommes, principalement, dans 98% de cas, qui utilisent des avatars féminins, mais particulièrement qui sont très, très cute, comme ça, très mignons, comme je ne sais pas si vous voyez dans les mangas ou dans les animés, vous avez toutes ces filles avec les petites robes tout jolies et tout. Donc, ils utilisent ce genre d'avatar. Et souvent, des fois, ça prend la forme de 2D, ou c'est l'utilisation de motion captures avec la webcam, etc., qui va animer l'avatar. Donc, si je lève le bras droit, gauche sur l'enregistrement, ça va lever le bras en même temps, etc. Ou alors, ils sont dans la réalité virtuelle, avec les trackers, avec le HMD, etc. Et là, bien sûr, si on a le dernier de chez Vive, on a tout. Et si on n'a que Oculus de base, on a les bras et puis vite fait les jambes qui suivent avec. Mais ça permet de devenir un personnage dans le monde virtuel surtout. Et donc, je me suis focalisée sur le que, quoi, comment et du pourquoi de devenir ce genre de caractère. Et j'ai découvert à force d'une approche ethnographique, donc ça veut dire que dans le cas du monde virtuel et digital, ça impliquait faire de la recherche des interviews, des questionnaires, sur Twitter, mais aussi rencontrer des gens et suivre leur comportement dans les mondes virtuels. Parce qu'en soit, l'ethnographie, on peut le faire aussi virtuellement. Et donc, j'ai fait ça et j'ai découvert que tout d'un coup, ça s'avère que pour certains hommes, pour pas mal d'eux, devenir un caractère féminin, c'était une façon de transgresser les normes de genre dominantes, qui pour eux, c'était toujours, il faut être fort, il faut aller au boulot, travailler non-stop, subvenir aux besoins d'une famille, etc. Ne pas aimer des trucs grosses, ne pas aimer le sucre, enfin, tous les stéréotypes qu'on peut avoir, d'où le fait que je dis les normes dominantes. Et donc, pour eux, de devenir ce genre de personnage, ça leur permettait de se comporter d'une façon un peu plus mignonne, un peu plus féminine, un peu plus rigolote, on va dire comme ça. Donc, de transgresser un peu le nombre de genres qu'ils avaient l'habitude d'avoir dans leur vie quotidienne. Et donc, du coup, les avatars, ça devenait aussi un moyen, à travers la technologie, de créer un discours, créer une communauté, parce que c'est toujours une question de communauté dans les mondes virtuels, qui ont leurs propres pratiques, festivals, plein de choses différentes, autour de ce désir et de ce besoin de trouver une autre forme d'expression de genre, de façon de s'exprimer dans le monde contemporain. Et donc, c'est à quoi je suis arrivée avec, après, là, en ce moment, une année et demie de recherche. D'accord. Alors, comme on travaille un petit peu avec Arapro et puis en préparant cette discussion sur la notion de métaverse, euh, l'idée, c'était aussi d'avoir ta vision Mm de la place de ces avatars et de -hmm. ces personnes dans ce concept un peu étrange de métaverse. Enfin, je dis étrange parce qu'on en parle beaucoup depuis un an, hein, c'est redevenu à la mode, c'est pas très nouveau, mais là c'est vraiment à la mode, confinement oblige, et puis recherche de zones où la distanciation sociale n'était pas obligatoire. Donc, ça fait un an qu'on reparle beaucoup du métaverse et toi, tu as travaillé à la fois donc sur des environnements immersifs et sur des environnements immersifs, non immersifs, pardon. Donc, moi, ma première question, c'est déjà de commencer en te demandant juste, c'est quoi pour toi le métaverse? C'est quoi un métaverse? Comment tu vois ce concept? Alors, moi, je verrais plutôt ça comme un espace virtuel et réel intégré, d'une façon ou d'une autre. Enfin, dans l'idée de augmented reality. Désolée parce que des fois j'ai plus l'habitude d'écrire en anglais, donc certains mots en français peuvent être un peu bizarres, tu me dis. Ça risque d'être un peu du franglais par moment. Donc pour moi, c'est ce genre d'espace où, étant donné que moi je approche les choses plutôt du point de vue de l'expression de soi, bien sûr,
Ça sera plutôt où on peut devenir des avatars de façon un peu plus, comment dire, immersif, dans le sens de non seulement c'est pour se connecter, pour jouer pendant 2 heures, mais peut-être pour passer plus de temps et faire d'autres activités. Et donc, un peu à l'aide à cette idée de Ready Player One, quoi. Mm. On va dire. Je pense un peu la vision que beaucoup de gens ont. On a un peu de ce phénomène. Mais du coup, en lien avec la recherche que je fais, ça serait aussi dans l'idée que potentiellement pouvoir créer une autre sorte de soit de personnalité, une autre façon de s'exprimer, peut-être un autre corps, une autre vision enfin, une autre façon de se présenter ou se représenter virtuellement. Où on a un peu plus, bien sûr ça dépend des plateformes, etc., de contrôle sur comment on est, parce que avec notre corps physique, on peut faire des choses, mais on ne peut pas se rajouter des ailes, on va dire. Peut-être potentiellement dépendant des avatars, bien sûr, qui sont acceptés de la façon de se gérer. On pourra peut-être se représenter plus d'une façon qui nous est plus propre ou même de façon différente, dépendant des situations ou des besoins. Tu as parlé de l'étude donc des relations entre les avatars et les personnes, hein, dans ton sujet d'étude Mm. très particulier. Et ça me fait penser à une question qui se pose aussi au niveau des métaverses, du ou des métaverses, je ne sais plus comment dire, hein. Mais en tout cas, est-ce qu'il en existe un ou est-ce qu'il peut en exister plusieurs? Est-ce qu'il peut y avoir des ponts entre ces dispositifs techniques pour que finalement, moi, j'ai un profil qui se balade entre les Mm. métaverses? Et j'aimerais savoir comment toi, dans ton étude, tu as vu les relations entre les personnes et les avatars, Mm. au sens où est-ce que c'est classique pour une personne d'en avoir plusieurs? Est-ce que ça pourrait avoir un sens pour une personne d'utiliser un avatar dans tout plein de Mm. solutions techniques Mm. différentes, donc un seul métaverse, Mm. ou plein d'avatars dans plein de métaverses? Mm. Comment dire, comment se distribuent ces relations entre les personnes et les avatars? Alors, j'ai remarqué, mais du coup, dans ce cas-là, ça va plutôt par rapport aux plateformes, on va dire, que, bah, l'exemple, il y en a des deux qui sont pas mal utilisés au Japon, c'est le VRChat et VirtualCast, qui est plus pour le broadcasting. Les personnes que j'ai interviewées, ils ont tendance, surtout parce qu'étant donné qu'ils se positionnent en tant qu'entertainer, donc ils doivent avoir une vision, enfin un corps représentatif généralement d'eux, que du coup, bah, ils essaient de faire balader entre les deux plateformes, même si ce n'est pas forcément les mêmes extensions. Donc ça implique de passer par Unity, Blender, etc., pour pouvoir avoir le même avatar visuellement à peu près dans différents endroits. Après, il y en a pour d'autres, pour qui ils ont, on va dire, un principal, et il y en a d'autres qu'ils utilisent de temps en temps, dépendant des besoins, etc. Mais disons que si on est dans le cas de Metaverse, je pense que ça va dépendre des gens. S'ils ont vraiment besoin d'avoir un avatar pour des raisons spécifiques, parce qu'ils doivent être identifiés par rapport, parce que c'est leur identifiant principal, bien sûr, ça fera sens qu'ils puissent le balader entre différentes métaverses. Mais aussi, dans le même cas, on pourra dire, si on a besoin, enfin, si on a envie d'avoir de différentes représentations de soi, ça fera aussi sens d'avoir plusieurs caractères virtuels. Je ne sais pas si ça fait sens. Mais alors ma question, elle est peut-être. Alors, je sais que tu aimes pas que Attends. j'utilise. Je sais que tu n'aimes pas que j'utilise des termes comme schizophrénie parce que c'est trop orienté psycho. Du coup, Mais, ouais, moi, je suis un peu plus de l'anthropo, donc je suis un peu à mais l'opposé, on va dire. est-ce que cette relation entre la personne et l'avatar, dans l'idée où elle est unique, on se Mhm. place dans un concept du métaverse tel qu'il est fantasmé, des fois hein, dans les Ouais. romans de science-fiction, donc un seul métaverse où on transpose son identité. Mhm. Et cette identité, ben, on l'utilise partout. Est-ce que c'est une façon, est-ce que c'est une voie pour renforcer justement le lien entre personne et avatar? Ou Mhm. est-ce que dans ce que tu as vu, justement, bah, les personnes ne sont pas si enclines que ça à renforcer ce lien et préféreraient peut-être justement avoir plusieurs identités, Mhm. plusieurs profils, à sortir un peu du chapeau en fonction Ouais. de ce que tu as dit. Est-ce que je veux transgresser quelque chose ou est-ce que simplement, je sais pas moi, j'en ai marre de quelque chose, je suis content, je suis pas content et j'ai envie Mhm. que ma représentation soit plus liée à ce truc-là, ou j'ai envie de me cacher. Ça peut être aussi une autre voie, hein. Mhm. Bah, je pense que ça va dépendre de personne en personne.
Dans le cas de ce que j'ai vu par rapport à ma recherche, c'était plutôt l'utilisation d'un avatar, mais quand même conscience que c'est un avatar, que certes c'est une représentation de soi, mais une représentation spécifique de soi qui dure le temps de l'activité virtuelle et qu'une fois en dehors de cette activité virtuelle, ben, on revient à nous quotidien. Déjà, le nous quotidien, ça ne va pas être la même chose qu'au boulot, qu'à la maison, qu'avec des amis, de toute façon. Mais il y a quand même cette séparation entre, certes, l'avatar, c'est nous, enfin, le degré, on va en varier, mais qu'il y a une séparation entre le monde physique, on va dire le monde virtuel. Donc, je pense que certes, oui, il y a, comment dire, si on n'a qu'un seul avatar, peut-être que le lien va se créer un peu plus que si on a plusieurs représentations de soi dans le métaverse. D'accord. Parce que ça reporte aussi à quelque chose dont on parle souvent dans les métaverses, qui sont, au-delà du profil, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais à vraiment l'identité. Peut-être l'identité avec une notion d'ailleurs plus légale que sociologique ou psychologique. Forcément, on a déjà ce problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, valider qui est derrière un compte, etc. Donc, on aura très probablement cette contrainte ou en tout cas cette problématique avec des mondes virtuels où il va falloir qu'on sache en gros qui est derrière la personne en face. Donc, c'est aussi ça, cette idée d'avoir un avatar, plusieurs avatars, est-ce qu'il faut les certifier, etc. Et je te laisse ouais, parce que ça m'a fait penser à un truc intéressant qui s'est passé par rapport justement à pouvoir vérifier qui c'est derrière le compte. Donc, ces personnes que j'ai fait la recherche à propos d'eux, à l'époque, il y a Oculus enfin, Facebook a fait le nouveau Oculus, ils ont dû faire un profil Facebook. Mais le problème, c'est qu'étant donné qu'ils se considèrent comme un personnage virtuel, leur Facebook, ils ne voulaient pas utiliser des photos d'eux, ils voulaient utiliser des photos de leurs avatars. Et là, c'est le problème. Ça a créé pas mal de bans parce que Facebook était là, genre, non, vous n'êtes pas une personne réelle. Ça fait un faux compte. Et du coup, eux, par contre, ils ne voulaient pas quand même mettre leurs photos parce qu'ils se disaient, non, enfin, question de privacy de toute façon, parce qu'ils ne voulaient pas souvent dire leur vraie identité. Mais de plus, ils sont là, la personne que je suis dans ce monde virtuel, c'est ce personnage-là. Donc, pourquoi est-ce que je devrais montrer ma vraie personne? Pourquoi est-ce que je devrais donner mon vrai nom? Et ça a créé ce discours et ce problème. Du coup, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Et dans ton étude aussi avec ces personnes-là, est-ce que eux qui sont très immergés dans l'utilisation de ces avatars, ils en ont une utilisation vraiment intensive, quoi, avec un projet derrière, etc. Est-ce que eux, ils ont la même, pas problématique, mais est-ce qu'ils se posent la question de savoir qui ils rencontrent en face? Est-ce qu'il y a cette notion d'identité, y compris pour eux, qui sont déjà, on va dire, experts dans le domaine? Disons que ce que je trouve assez intéressant, c'est souvent, il n'y a pas tant d'importance que ça de savoir qui c'est de l'autre côté. Si c'est déjà un homme ou une femme, souvent, j'avais justement posé la question, étant donné que des fois, vous rencontrez des gens et que, je ne sais pas, ça pour avoir un peu de romantique qui se passe, on va dire, je ne sais pas, un peu de flirt, etc. Est-ce que ça vous perturbe de ne pas savoir qui est le corps physique derrière cet avatar? Et souvent, la réponse était non, parce que la communication se fait avec l'avatar. Enfin, effectivement, avec la personne qui incarne cet avatar, mais plutôt avec l'avatar en face. Alors, je ne sais pas si ça va être peut-être le cas différent d'autres communautés ou d'autres pratiques dans le monde virtuel, mais par rapport à mon groupe, en tout cas, sur lequel j'ai fait la recherche, ça leur n'était pas important, parce que pour eux, ce qui comptait, c'était la personne virtuelle qu'ils rencontraient, on va dire. Et est-ce que tu as pu aussi, alors ça c'est une question, je ne sais pas, mais est-ce que dans ta recherche, tu t'es intéressé à des groupes peut-être moins, comment dire, moins experts du domaine, un peu des nouveaux entrants sur ces domaines-là? Alors, j'avais justement dans mon groupe des gens ça variait le nombre d'années qu'ils faisaient ça. De toute façon, la pratique a commencé à peu près en 2018. Donc, de toute façon, c'était assez récent. Parce que ça dévire du VTuber qui a commencé en 2016 avec ces hommes où le Baby Nicole était vraiment fait en 2018, on va dire.
si je ne me trompe pas. Donc, de toute façon, c'était assez récent, on va dire. Le maximum qu'une personne a fait, c'était genre 3 ans, 2 ans et demi. J'avais pas mal de nouveaux entrants, on va dire. Et, et de toute façon, je pense que la raison pourquoi pour leur, Saba vraiment qui c'est de l'autre côté n'apportait pas tant que ça, c'est parce qu'ils avaient beaucoup l'habitude à ces échanges interpersonnels. Soit à travers, tout simplement Twitter ou YouTube. De toute façon, à part si on utilise notre photo, on ne sait pas vraiment qui c'est. Mais en plus, il y a un peu cette culture au Japon de l'anonymat qui ne perturbe pas et qui n'empêche pas les relations en fait, entre les personnes. Et ça ne bloque pas les gens de ne pas savoir qui c'est de l'autre côté. Alors, tu m'ouvres la voie aussi à une question intéressante, parce que toi, tu t'es concentré sur le Japon. Oui. Et évidemment, le Japon n'est pas le seul pays à utiliser ces outils-là. Il ne sera pas le seul pays à rentrer dans le métaverse. Est-ce que tu as pu sentir, je ne dis pas étudier parce que je sais que tu n'as pas eu de groupe spécifique en Europe, en Asie, mais est-ce que tu as pu déjà mettre en lumière quelques différences significatives, peut-être liées à la culture ou au rapport à la technologie du peuple, on va dire, vraiment de la culture japonaise dans l'utilisation de ces outils par rapport à une culture plus américaine ou européenne? Alors, pas vraiment, parce que je n'ai pas fait d'effet justement de recherche qui est comparatif. J'ai pu constater que, en tout cas, et ça c'était à peu près il y a une année, parce que j'avais juste parlé avec quelques personnes qui habitent en Amérique, où je demandais est-ce que vous avez plus le terme comme babiniku spécifique qui implique cette incarnation d'avatar de ce genre. Et puis ils disaient non, enfin sinon ça serait plutôt du cross-dressing, un truc comme ça. Mais après, disons que ce que j'ai pu constater, en tout cas le phénomène de babiniku en tant que tel, je ne l'ai pas vu encore se reproduire ailleurs sous les mêmes termes. Après, j'ai pas fait, enfin, comment dire, le tour de tous les pays d'Asie, de tous les autres pays, parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que, étant donné que c'est souvent des comportements qui sont pas non plus les plus répandus et qui sont souvent un peu cachés, ben, c'est très simple de passer à côté. Et Oui, ça reste des comportements sur des petits groupes relativement, des c'est petits très groupes. défricheur. D'accord. Ouais, du coup, bah, je peux pas savoir, enfin, je sais pas s'il n'y a pas eu, enfin, la même chose il y aura sûrement quelque chose de similaire sous une autre forme ailleurs. Je voudrais aussi, pardon, Ouais, excuse-moi. ouais, ouais. Non, non, Ce qui est intéressant aussi, la question que je voulais te poser, on l'a un tout petit peu abordé, c'est la notion de droit, de Mm, permission et de régulation. mm, Alors, de façon générale, cette notion-là, elle existe depuis des années sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai l'impression qu'on parle que de ça même, hein, de plus en plus. voilà, depuis quelques années, de savoir ce qu'on a le droit, Mm, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de pas faire, ou ce qu'on n'a pas le droit de faire mm, plutôt, qui a le droit de dire ce que j'ai le droit de faire, enfin, mm. toutes ces choses-là. Et puis après, on met là-dedans les données personnelles, qui a le droit d'utiliser mes données, est-ce qu'on peut l'utiliser sans que je le sache, est-ce que, etc., etc. Mm, mm, Cette notion de régulation, elle apparaît dans les discussions sur les métaverses parce qu'on sait en gros qu'on va très probablement mettre dans le métaverse, quand on va l'utiliser, plus de données personnelles que ce qu'on met actuellement sur un Facebook, etc. Rien qu'avec la prise de données biométriques, les mouvements, etc. Donc, il va y avoir mm. un gros truc de données personnelles. Et comme dans tous les lieux, qu'ils soient physiques ou virtuels, on va avoir un règlement intérieur, entre guillemets, pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Alors, le règlement intérieur, quand on est un pays, c'est facile, hein, ça s'appelle la loi, on peut le voir. Quand on est une plateforme, bah, ça s'appelle des CGU ou des conditions générales d'utilisation que personne lit et que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à lire parce que si on peut la résumer, c'est dire vous êtes chez moi et je fais ce que je veux, en Voilà, gros. exactement. Donc, ce qui serait intéressant de voir, j'aimerais te poser comme question, c'est comment les personnes que tu as étudiées, avec qui tu as Mm. discuté, voient ce principe de régulation. Est-ce qu'ils sont dans une optique où bah, ils adhèrent à un règlement intérieur, on va dire, un peu à la CGU, etc., en disant, OK, bon, bah là, on me dit ce que je dois faire et puis je fais ça, et si après tout, si ça ne me plaît pas, je m'en vais. Ou est-ce qu'ils sont dans quelque chose de plus revendicatif? Est-ce qu'ils voient ces lieux comme des lieux de liberté? Est-ce qu'ils s'auto-organisent? Comment ça se passe? Alors, bah, c'est un peu le mélange des deux.
dans le sens que si on prend la CGE la plus basique, c'est de ne pas insulter les autres personnes. Mais je pense que c'est même pas vraiment une réglementation, c'est juste un truc humain, déjà de base, on va dire. Ça devrait même pas même être écrit. Disons que oui, ce genre de règles, elles le respectent. Après, dans certains mondes virtuels, il y a aussi les questions de nudité, etc., ou les plateformes aussi, etc. Donc ça, c'est encore un autre truc qui est pris bien sûr en compte. Mais cela n'empêche pas qu'ils puissent se réunir dans un petit groupe pour parler de tout et n'importe quoi, utiliser n'importe quel avatar qu'ils veulent, surtout quand on parle des mondes privés, où là, étant donné que c'est qu'entre ce groupe-là d'individus et que ça ne sort pas au public, on peut faire un peu plus qu'on veut. Et juste, est-ce que pour toi, cette notion dont on a parlé sur les données personnelles, l'utilisation, existe avec ton groupe de personnes? Est-ce que ça existe au Japon ou culturellement, c'est pas du tout la même approche? Alors, j'avoue qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que de toute façon, ils devaient faire avec les plateformes qu'ils utilisaient. Donc, étant donné qu'ils utilisent beaucoup les mondes virtuels, ben, ils devaient faire avec les réglementations de là-bas, ou qu'ils utilisent YouTube, ben, ils devaient faire avec les réglementations de YouTube. D'accord. Donc, il y a pas tu n'as pas vu passer de revendications un peu comme ce qu'on entend en Europe principalement, mais même aux États-Unis, alors, je ne sais pas comment l'appeler ça, mais vraiment de créer quelque chose qui ressemble un peu à une loi, en fait, finalement, et qui ne soit pas que du ressort des plateformes, mais qui soit un peu plus méta, un truc un peu plus discuté. Il y a pas cette revendication-là sur Alors, ces groupes-là? en tout cas, je ne l'ai pas remarqué à travers le groupe d'individus que je vois. J'ai vu passer il y a quelques temps, mais je ne me suis pas encore penchée assez sur le sujet. J'ai commencé à le voir. Justement aussi, c'est un peu cette idée de créer une réglementation virtuelle de fonctionnement et de quoi, comment des droits. Mais c'était un peu dans ses débuts. Je l'ai vu passer au début de l'année. Il faudra que je me repenche sur le sujet pour savoir comment ça a évolué. Maintenant, il y a toujours cette question de, je pense, partout la question des données, de quoi, comment c'est utilisé. Je pense que c'est quelque chose qui commence de nous toucher de plus en plus, surtout quand on voit des fois comment c'est utilisé. Et, les groupes sur lesquels j'ai fait les études ne l'ont pas vraiment exprimé, mais je ne l'ai pas posé non plus forcément la question, étant donné que ce n'était pas mon focus principal, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que des fois, j'ai entendu quelques discussions qui ont parlé de... Mais c'est plus dans l'idée de cacher son identité et surtout par rapport à Facebook où c'était vachement plus relevé parce que là, du coup, c'était effectivement des données personnelles qui étaient demandées. J'aimerais aussi qu'on puisse terminer cette discussion avec une vision peut-être un peu plus prospective. Comment tu vois, toi, l'évolution, alors à la fois des usages du groupe de personnes que tu as étudié? Est-ce que ces usages vont se transformer dans les années à venir avec, je ne sais pas, avec des nouveaux outils de plus en plus immersifs, je ne sais pas. Est-ce que eux vont transformer de ton point de vue leur usage? Est-ce que cette communauté a tendance à s'agrandir en, en donnant finalement de la liberté à des gens qui auraient peut-être pas vu ça avant? Comment tu vois cette évolution? Alors, s'agrandir un tout petit peu, oui. Pas forcément que mon groupe, mais aussi tout l'aspect de YouTuber, etc. Parce que j'avais fait, c'était début de l'année, enfin, milieu de l'année passée, vers l'été, justement après les premiers quelques mois de Covid, on était le plus dans le confinement. On avait fait un petit comme ça, questionnaire avec une amie justement qui fait du YouTubing au Japon, en tant que l'un de ses personnages, et on a constaté qu'il y avait une quinzaine pour cent de plus des gens qui ont commencé ce genre d'activité à cause du Covid, et donc que le groupe s'agrandit, on va dire, en général. Par rapport à l'utilisation plus immersive ou autre, j'ai remarqué que certains, surtout ceux qui utilisent plutôt leur avatar dans les mondes virtuels, ils travaillent beaucoup sur leur mouvement de corps pour justement pouvoir donner cet aspect féminin, mignon, etc., qui passe aussi à travers le langage corporel. Et effectivement, souvent je les ai vus essayer les nouveaux outils de chez Vive pour avoir de plus en plus de trackers, pour pouvoir traquer les mouvements un peu mieux, aussi jusqu'aux doigts, la bouche, les yeux, etc., pour donner de plus en plus cette impression que ce n'est pas une personne qui contrôle un avatar, mais que c'est une entité, c'est un caractère
qui est devenu réel dans le monde virtuel. Donc, disons que j'ai vu chez certains, effectivement, que la possibilité de traquer de plus en plus le corps, d'être de plus en plus précis avec ça, c'est une direction dans laquelle ils voudront aller. Après, la question, c'est toujours le prix. Forcément. Partout. Et c'est intéressant parce que tu nous as parlé aussi des liens. On est resté très dans les mondes virtuels, mais tu nous as parlé du multivers comme le lien entre le réel et le virtuel. Est-ce que tu vois, alors c'est peut-être une question un peu bête, hein, tu m'excuses, mais est-ce que cette sorte de travestissement, mais au sens le plus large possible, est-ce que ça se concentre et ça va se concentrer de plus en plus vers des lieux typiquement virtuels, ou est-ce que ça peut, alors peut-être par une autre branche, amener des gens à aller plutôt dans un environnement réel, alors soit en utilisant de la réalité augmentée, soit en utilisant du cosplay, hein, j'en sais rien, mais à justement pencher pour aller plus vers de la représentation réelle? Alors, il y a justement depuis déjà des années 2000 ou des années 90, enfin depuis longtemps, il y a déjà le même phénomène dans le réel, on va dire, qui prend une autre forme parce qu'on est quand même confiné à notre corps physique. Mais j'ai vu une personne qui m'avait dit qu'à cause de son activité de cross-dressing, de transvestissement digital, il a commencé à le faire aussi dans le monde physique. Mais j'ai vu qu'une seule 51 qui me l'a dit. Mais je pense que ça peut... autant, on va dire que le monde virtuel, ça peut être une possibilité de s'exprimer différemment parce que personne ne se connaît, mais ça peut aussi peut-être permettre aux gens de découvrir d'autres façons qu'ils veulent être, qu'ils veulent ensuite intégrer dans le monde plus physique, on va dire. Après, avec bien sûr la question de multiverse ou de commencer à être un peu plus ensemble, la question va être, je pense, toujours de qui est quoi, comment est permettable, dans quel environnement, quelles sont les répercussions de tel ou tel comportement, etc. Parce qu'il y a souvent aussi des choses qu'on va faire dans le monde virtuel, sans parler des trucs illégaux, quoi que ce soit. C'est parce Bien que sûr. de cette façon de s'exprimer, c'est parce qu'on ne peut pas le faire dans le monde physique, parce que soit on aura des problèmes, on va nous parler, etc. Mal nous parler. Donc, effectivement, je pense qu'après, ça va toujours être la question dans les contextes aussi locaux. Parce que si un multiverse, on va dire que c'est plus global, après, il va falloir aussi voir comment, quand on revient à notre vie, on va dire, de tous les jours, bah, quelles sont en fait, les normes qu'on a là. Et ça va rester différent, je pense, par pays, par culture, partout, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup Ludmila pour Merci ton à temps. toi. Et puis, comme tu continues ton travail, on aura plaisir à suivre ce que tu fais. On mettra aussi peut-être un site sous la vidéo, histoire que les gens puissent, s'ils veulent te contacter et puis en savoir un peu plus, hein, aller directement, aller directement parler avec toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.